bonjour et bienvenue dans votre émission, une émission pour vous informer, pour que vous soyez toujours à la une. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous M. Benz Bouanonkawa, qui est le président fondateur de l'école patriotique. Bonjour M. Benz. Bonjour Madame Rachel. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Meilleur vœu à vous. À vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent, à qui nous n'avons pas peut-être eu l'occasion physiquement de présenter les vœux. Voici l'occasion à travers votre émission. Parlez-nous un peu de l'école patriotique parce que nombreux sont là en train de nous suivre mais ne savent vraiment pas que veut dire école patriotique. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. École patriotique est une initiative tout à fait citoyenne qui veut insérer le Congolais dans une démarche. Qu'est-ce qui nous a inspiré pour avoir aujourd'hui un mouvement citoyen qui a pour dénomination École patriotique? C'est d'abord le constat des mœurs que nous pouvons tous voir aujourd'hui ici dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans tous les Congos profonds. On constate que le citoyen véritable dans un pays à des situations précaires et à plaindre comme le Congo a besoin, ces citoyens-là n'existent pas. Raison pour laquelle tous les moyens que nous mettons en place, nos intelligences, nos initiatives, toutes les démarches que nous menons pour le développement du Congo s'avèrent être, comment je dirais, incapables de nous offrir ces Congos-là de nos rêves. C'est parce que l'homme qui doit être l'acteur du développement, l'acteur du changement, n'incarne pas lui-même ces changements que nous voulons pour la République démocratique du Congo. J'ai quelques preuves à vous donner. Les téléspectateurs aimeraient bien entendre et écouter cela. Pour transformer l'homme dans la société, il y a des environnements éducationnels de base qui sont très connus. Le premier environnement, c'est la famille. Mais si nous observons bien, nous allons nous rendre compte que la famille a beaucoup failli à sa responsabilité de transformer l'homme. Pour preuve, quand vous sortez de ce cadre où nous réalisons notre émission, tout ce que l'environnement va offrir à vos yeux, c'est la résultante de l'éducation familiale qui a été biaisée. Ça a été biaisé pourquoi? Parce que l'éducation en famille passe par 3 étapes. Il y a l'étape du dialogue. Dans nos familles, vous allez me donner raison que le dialogue n'existe presque plus. Après le dialogue, il y a une étape où l'éducateur doit poser des actes louables qui vont intéresser son éduqué. Aujourd'hui, que font les parents, que font les aînés à part taper les petits? Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de la répression. Quel est le type de répression qu'on fait aujourd'hui où certains parents, dont les enfants grandissent en famille et tout ça, ne veulent même pas entendre que son enfant avait été puni? Alors, à voir toutes ces choses, vous vous rendez compte que le processus éducationnel en famille est de plus en plus biaisé. Par conséquent, la famille est en train d'offrir aujourd'hui à la République des citoyens moyens ou des citoyens déséquilibrés. Raison pour laquelle Kinshasa est pleine de saletés, des caniveaux sont pleins de bouteilles en plastique, les insultes que les gens s'offrent comme spectacle dans les cours tous les jours, c'est les résultats de l'éducation familiale. Après la famille, nous avons l'école. Déjà dans nos cités, quand vous voyez 2 individus se disputer ou tenir des propos malsains, vite, on leur dit, vous faites les choses comme des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est comme si l'école a été créée pour former les citoyens utiles pour leur nation, alors que c'est faux. À l'école, on apprend la science pour solutionner le problème de la société. Mais quel type de science on nous apprend aujourd'hui? Dans un système éducatif où l'essentiel qui doit nous aider à résoudre nos problèmes, c'est tout ce qui est rejeté dans la société. Un exemple, madame. Comment vous comprenez que dans un pays où tout le monde a faim, il n'y a pas aujourd'hui d'experts en matière d'offrir à manger aux gens par la voie de l'école? Dans un pays où vous avez du mal à avoir de l'eau saine ou l'énergie électrique distribuée dans tous les ménages, ce ne sont pas les facultés à l'université qui attirent beaucoup. On veut être relationniste, tout le monde veut faire les sciences politiques administratives, mais qui va étudier les sciences qui vont aider notre société à se développer? Nous sommes allés à l'église, on a trouvé encore des bêtises. L'église qui devait nous enseigner la spiritualité, susceptible de nous mettre en contact avec le Créateur, en harmonie avec la nature,
malheureusement, l'Église est devenue encore un lieu de perversion. Aujourd'hui, les enfants déshérités, les désœuvrés, les enfants dans la rue, aujourd'hui les divorces et tous les autres vices que nous rencontrons dans la société sont presque l'émanation des enseignements que nous allons recueillir aux églises. Il y a aussi les partis politiques, il y a des mouvements associatifs et tout ça, on ne va pas tout dire ici. En bref, j'ai voulu dire que tous les environnements mis en place pour offrir à notre société des bons citoyens ont failli. Alors, puisque tous nous rêvons d'un Congo meilleur, vous l'avez dit même avant cette émission, tous nous rêvons d'un Congo où il ferait beau vivre, nous nous disons, pour en arriver là, il est meilleur de mettre en place un cadre qui va offrir des enseignements avec pour lui, pour son environnement direct et pour la République tout entière. Voilà pourquoi nous avons créé un mouvement citoyen que nous avons dénommé École patriotique. Et bien parce que c'est aussi réellement une école, parce que là-bas, nous donnons des enseignements pour que le Congo de demain ait de personnes ou des citoyens utiles pour son développement. Alors, quelle est votre vision, hein, j'allais dire, quelle est votre vision pour la République, pour l'État congolais? Bon, déjà, je disais que le but principal de l'école patriotique est celui de rendre tout Congolais utile pour lui, pour son environnement direct et pour la République tout entière. Et cela va maintenant faire appel à notre vision. Notre vision est fondée sur une observation de la société. On a constaté que depuis les années 60 où nous avons été indépendants, où nous avions accédé à la gestion de notre pays par nous-mêmes, plusieurs sont des slogans, plusieurs sont les opérations, plusieurs sont des plans que nous avons déjà tenté de mener pour rendre notre pays équilibré. Cela nous a poussé à mener des études pour connaître le problème réel de la RDC. Et nous avons découvert qu'au Congo, nous n'avons que 8 problèmes. Quand je dis problème réel, je vais énumérer. Quand je dis problème réel, c'est parce qu'il existe des problèmes farfelus, des problèmes inventés par l'ennemi du Congo pour distraire les Congolais. Je vous donne un exemple, madame. À peine le président Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, de sitôt, on va lui donner une responsabilité au niveau africain. Alors, un pays qui s'est dit malade, son dirigeant doit se focaliser sur le travail en faveur de son pays, ou il doit se focaliser sur le travail en faveur de tous les pays de la région. C'est très mal que le président soit à la tête de l'Union africaine. Oui, c'est pourquoi je disais que nous avons des problèmes réels du Congo et nous avons des problèmes farfelus. Un problème comme celui-là, un besoin comme celui-là, le besoin de faire voir aux Congolais que quand votre président sera le numéro 1 de l'Afrique, peut-être de vos problèmes, c'est faux. On constate plutôt que c'est le Congo qui est en train de beaucoup dépenser en termes d'énergie, parce que notre président doit suivre ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Bénin, etc., alors que son propre pays a des problèmes qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Nous avons par exemple le problème de la démocratie. Madame, le Congo n'a pas besoin de se démocratiser. Le Congo a d'abord besoin de régler ses problèmes de souche, les problèmes de la faim, les problèmes d'accès aux soins de santé, les problèmes de l'éducation populaire, etc., etc. Alors, à la place peut-être de la démocratie, je voudrais inviter les Congolais à asseoir leur intelligence, leurs énergies à la recherche de la souveraineté. Les Occidentaux nous ont fait oublier les concepts de souveraineté pour nous faire aimer les concepts de démocratie. Il y a aujourd'hui par exemple la mission de FNIAP, UNFPA, qui nous vient avec une solution par rapport à la maîtrise de l'ordre démographique du Congo, notamment avec la planification familiale. Madame, un pays qui a 2 345 409 km², qui n'est occupé que si c'est à 30% seulement, qui a besoin d'avoir plus de population afin d'avoir plus de moyens, afin d'avoir un trésor public renfloué. On nous dit que dans une société où nous sommes des familles nombreuses comme la RDC, avoir beaucoup d'enfants devient un mal parce que c'est une charge que nous donnons à l'État. Or, dans notre hymne national, nous avons promis au Congo que nous peuplerons son sol et nous assurerons sa grandeur. Exactement. Il faut plutôt activer les raisonnements qui vont nous aider à pouvoir assurer la grandeur de la RDC. Comme ça, les problèmes Yakobota, ils ont un problème léger. Vous voyez, c'est pourquoi nous nous disons, le Congo n'a pas un problème de la démocratie. Le Congo n'a pas un problème de l'ordre démographique. Le Congo a 8 problèmes auxquels nous avons proposé 8 solutions efficaces. Alors, vous m'avez demandé d'énumérer. Oui. Le Congo a d'abord le problème
de l'intégration et de l'inclusion au patriotisme pragmatique. Ça veut dire ceci. Nous avons des Congolais, à travers des partis politiques, lors des émissions à la télévision, qui viennent nous brandir leur amour, leur passion pour les Congos. Mais cette passion ne se limite qu'aux paroles. Alors nous avons besoin d'un Congo où les Congolais qui veulent se faire apprécier doivent y parvenir par des actes significatifs. Nous devons cesser. Quelqu'un qui passe à la télé et dit Kabila a fait souffrir les gens pendant 18 ans, il doit partir. On l'apprécie parce qu'il a brandi un projet de société qui a comme contenu Kabila doit partir. Non, nous avons besoin de gens qui seront appréciés par rapport aux faits, par rapport aux actes. Madame, aujourd'hui, il y a un pays que je prends en exemple dans le monde, c'est la Corée du Nord. C'est l'un des rares pays au monde qui a été bâti par son propre peuple. Les peuples ont dit, les Américains nous ont défiés, ils ont dit qu'on fera 100 ans sans pour autant devenir un pays développé. Et nous allons développer la Corée en 10 ans. Au moment où les Américains croyaient que le gouvernement manquerait des capitaux pour payer des ingénieurs, pour payer les intelligences à mettre en application pour le développement, mais le peuple a récupéré le développement, l'affaire du développement de son pays. Ça veut dire, ce qui l'État, nous allons bâtir un stade. La population vient pour transporter les caillasses, transporter les sables, transporter les barres de fer. Il le faisait à titre gratuit parce que tout le monde devait contribuer à bâtir la République. Aujourd'hui, quelle est la participation ou la contribution du peuple au développement? Il n'y en a pas. Nous, on est là juste pour critiquer. Les peuples congolais veulent critiquer. Mais ils sont le premier à jeter les immondices dans la rue, à jeter les bouteilles, des jus plus dans la grave rue. Que ça, il y a même des gens qui vident leurs forces fosses septiques pour faire couler la matière dans les caniveaux. Exactement. Donc, nous nous tuons nous-mêmes. Deuxième élément, c'est l'éducation utile et proportionnelle aux défis du développement. Madame, nous avons vu sous le régime de Kabila, à travers les 5 chantiers, vous voulez bâtir la nation avec l'expertise chinoise, mais vous faites encore appel à la main-d'œuvre chinoise pour venir travailler ici. Ce n'est pas parce que l'ancien président ne voulait pas que le Congolais de l'intérieur soit payé par des prestations qu'il aura à offrir, mais c'est parce que la technologie que les Chinois avaient utilisée pour nous aider à la reconstruction était une technologie non maîtrisée par nous. Alors il faut la préparation de l'homme. Je vous ai dit ici, je vous donne encore un exemple. Je vois un garçon qui a fini les humanités, qui a saupoudré sa tête. Il dit, j'ai fini en littéraire. Tu comptes faire quoi à l'université? Il me dit, je vais faire les relations internationales. Je me rends compte après que ces garçons habitaient le quartier d'Elvo et leur maison tentait de s'écrouler dans l'érosion. Au lieu que la situation le fasse mal et le pousse à aller étudier même les situations érosives pour pouvoir être ingénieur en réparation d'érosion, mais lui, il va plutôt chercher à aller étudier les relations internationales qui n'a rien à voir avec son souci de tous les jours. Oui. C'est pourquoi nous nous disons, le Congo pourra être réparé les jours où chaque Congolais sera porteur d'un savoir utile et nécessaire pour le développement. Exactement. Le troisième élément, nous parlons de la promotion et de la protection de l'identité africaine. Aujourd'hui, madame, on ne peut pas crier souveraineté lorsque nous sommes dépendants des autres sur tous les plans. Nous avons été faibles à nous procurer l'essentiel, voire même à nous procurer les noms. Parce que quand vous sortez ici, vous posez la question à tout le monde comment il s'appelle, vous allez croiser des Alain, des Christian, des Chantal, des Junior, mais vous n'allez pas croiser des gens qui vous donnent leur nom qui est tiré du patrimoine culturel congolais. Donc c'est pour dire qu'il faut d'abord protéger notre identité, il faut faire la promotion de notre identité. Nous sommes africains. Nos grands-parents avaient des méthodes pour régler leurs problèmes. Le dialogue a disparu. Se mettre autour du fait pour l'initiation à la vie a disparu. Et aujourd'hui, nous voulons tout faire comme font les autres. Nous sommes même capables de rire comme font les autres, nous habiller comme font les autres, de pleurer comme font les autres. Même nos émotions deviennent conditionnées. Dans cet état de choses, on ne sera jamais un peuple respectable. Quatrième élément, nous parlons de la refondation de la dignité de l'être congolais. Madame, si tu as un enfant, je ne sais pas si tu es parent, tous les jours tu dis à ton enfant, toi tu es un imbécile, tu es inutile, tu es un idiot. En grandissant, l'enfant n'aura pas le goût de poser des bons actes. Parce qu'il croira qu'il ne vaut rien pour la société. Mais quand tu dis à ton enfant que tu es mon prince, tu es mon champion, tu es le leader, je compte sur toi, c'est toi qui vas m'enterrer. Dans toutes les circonstances de la vie, cet enfant sera en train de réfléchir pour être réellement ce qu'on a dit, ce qu'on a cité sur lui. Le Congolais aujourd'hui, quelle est la motivation et le goût
d'apporter le meilleur de lui dans la société. Lorsque l'homme congolais est arrêté comme un animal, lorsque l'homme congolais est insulté par son voisin, je ne sais pas, motard, taximan et tout ça, lorsque l'homme congolais n'a ni droit, ni sentiment, ni émotion respectable, lorsque l'homme congolais, tous ses droits ou toute sa citoyenneté n'est réduite qu'au vote, parce que le seul bien que le Congolais obtient gratuitement, c'est la carte d'électeur. Les seuls rendez-vous où le Congolais est supplié, bercé, caressé dans les sens de poil, c'est pour aller élire ses dirigeants. À part ça, les Congolais n'ont plus de droit. Tabasser, molester comme un animal, voire même, madame, tu vois quelqu'un construire un chantier, les maçons, les ingénieurs qui ont travaillé pour lui, à la fin de la journée, on leur met dans un camion benne. Un camion qui est censé transporter le sable, les caillasses, même la boue. Voyez-vous? Donc l'homme congolais n'est pas respecté, ni au Congo, ni à travers le monde. Cinquième élément pour aller vite, nous parlons de la normalisation de la société congolaise. Madame, nous sommes une société très anormale. Il y a beaucoup de cas. Comment se fait-il dans un pays qui s'est lié un tout petit peu déchiré, dans toutes les maisons d'échange, on ne va pas recevoir ça, soit on vous coupe un peu d'argent. Alors que ces mêmes billets-là, ailleurs, même si vous les déchirez en deux parties, vous collez, comme on le fait ici avec les francs congolais, les gens peuvent les consommer. Dans la misère, on nous ajoute encore des conditions anormales qui élargissent le rendez-vous de notre joie. Imaginez, madame, vous écrivez une lettre que vous introduisez dans un service de l'État pour que vous soyez répondu dans les 48 heures comme c'est là et dans la réglementation. Vous allez être répondu jusqu'à ce que vous connaîtrez un agent de cette structure à qui vous allez téléphoner. Si vous connaissez peut-être les macans ou du chauffeur d'un conseiller, même à la présidence, pour que vous... Donc, le pays ne marche pas dans un cadre normal. Il faut normaliser la société. Voyez-vous? Alors, sixième élément, nous parlons de la capitalisation et la rentabilisation du potentiel local. Ça veut dire quoi? Madame, nous sommes aujourd'hui la réserve mondiale d'eau douce. C'est anormal de consommer l'eau minérale à 500 francs ou à 1000 francs dans certains cadres ici à Kinshasa. C'est le poumon du monde en termes de forêt. Oui. Mais dans les villages où la forêt équatoriale est passée, les enfants manquent même des pupitres. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons en puissance, nous sommes incapables de nous en servir. Mais ce sont les autres qui s'en servent. Ça, c'est un dossier que nous devons réparer. Le point suivant, nous parlons, je ne sais pas si je risque de trop m'éterniser là-dessus, mais vous allez... On va finir. Justement. Donc je disais ici, la capitalisation, la rentabilisation du potentiel congolais. Il y a aussi la question de la création d'une nouvelle conscience collective pour la réappropriation du Congo par les Congolais. Ça veut dire quoi? Depuis 1885, il y a eu une conférence de Berlin. Conférence au cours de laquelle le partage de l'Afrique était effectué au profit des seules puissances du monde. Et même lorsqu'on a réclamé la présence des Africains, Henri Morton Stanley s'était présenté pour dire que c'est inutile d'inviter les Africains parce que j'ai fait une tournée d'Afrique et les chefs des terres ont signé un document pour dire que désormais les terres africaines nous appartiennent. Aujourd'hui, madame, toute la misère de l'Afrique est due à la conclusion de la conférence de Berlin. Mais aucun État africain n'est fier de monter au créneau pour dire invitons-nous pour dire non aux conclusions de Berlin. Aucun. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui l'or du Congo, le coltan du Congo, le cobalt du Congo appartiennent aux grandes puissances du monde. Et nos dirigeants ne sont que des marionnettes, ce sont que des mannequins. Bakapita est à prison parce que le Congo est à Boloko. Alors il faut chercher à nous réapproprier les Congos. Pourquoi, madame? Pour que la nuit, vers 23h, toi aussi tu aies les droits de circuler au centre-ville comme le font les Indiens et les Libanais, comme si la ville était devenue à eux. Voyez-vous? Même pendant le couvre-feu ici. Ils le font, moi je vis à Gombe. Je vis en pleine ville. Pour que les sites touristiques, les meilleurs sites de ton pays, soient d'abord visités par toi qui es national, au lieu que ce soit uniquement par les expatriés parce qu'ils en ont le moyen, madame. Une fille de ma structure on a détruit le jardin zoologique. Hein. Ça a été détruit. Quand on grandissait, on y allait tout bonnement pour voir les animaux. Mais actuellement, madame, on peut ne pas détruire les jardins zoologiques. Oui. Mais si l'éducation populaire axée sur la promotion et la protection de nos valeurs authentiques n'est pas chose effective, t'inquiète pas. Ces jardins peuvent exister, les gens n'iront pas. Je te donne un exemple. Quand j'étais encore pleinement dans la presse, alors à la chaîne nationale, à la RTNC2,
Je suis allé personnellement faire un reportage au musée national, musée du musée. Je pose la question aux élèves. Combien de fois fréquentez-vous les musées? Par mois, par an? Et ils me disent que nous n'allons pas au musée parce que là-bas, il y a des bikeko. Les pasteurs nous ont dit que les bikeko, ce sont des sorciers. Satan est là-bas. Donc, nous avons failli dans notre système d'éduquer l'homme, d'éduquer les citoyens, jusqu'au point où les gens ont peur de leur appartenance, de leur souche. Ça, c'est la difficulté. Ouais. Voyez-vous? Donc, nous avons dit que les jours où le Congo va prendre en compte ces constats que nous avons faits et ces différentes solutions que nous avons voulu apporter, il y a une dernière solution que je n'ai pas citée, c'est l'incubation, le management et le lobbying des initiatives privées, locales, disons, à l'interne tout comme à l'externe. Ça veut dire quoi, madame? Tel que vous êtes là, n'est-ce pas que vous avez des projets pour l'avenir? Votre avenir propre est l'avenir du Congo. Mais savez-vous qu'il y a des gens depuis qu'ils sont nés, ils ont conçu des projets, jusqu'à ce qu'ils sont allés mourir, ils ont gardé leurs projets dans leur sac. Parce que le pays n'a pas organisé un système d'abord d'incubation, c'est-à-dire aller à la recherche des talents, aller à la recherche du savoir dans tous les coins où ils se trouvent, valoriser les savoirs et les talents de gens, mais aussi donner les moyens nécessaires à ceux qui ont des initiatives pour que chacun vienne contribuer à la construction de cet édifice Congo. Donc voilà un peu la vision que nous avons pour la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous comptons aussi gouverner demain. Voilà. Et vous avez trop parlé de l'école patriotique. À présent, revenons à la République. Parlons du chef de l'État, de sa dernière tournée ici à travers le Kasaï central. C'est Kasaï central, si nous pouvons l'appeler comme ça. Non, le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï. Au fait, le président était là. Il a vraiment visité toutes ces contrées-là. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces voyages-là? Quelle est votre impression? Quelles sont vos impressions par rapport à ces voyages? Merci, madame. Il n'y a pas longtemps, l'on reprochait le chef de l'État d'être tout le temps à l'extérieur du pays, tout en oubliant que nous-mêmes, nous avions dit bravo à celui-ci lorsqu'il a été élevé au rang de président de l'Union africaine. Mais on est encore étonné quand on voit le président de l'Union africaine aller en dehors de son pays. C'est son boulot, il ne pouvait que le faire. Mais ce qui a inquiété un peu, c'est lorsqu'il partait même en dehors de l'Afrique, à la recherche de partenaires et tout ça pour le développement. Et le constat qu'il n'a rien ramené après tous ces périples-là, ça nous dérange un peu. Mais aujourd'hui, il n'a rien ramené. J'étais en train de vous répondre. Aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de commencer maintenant à visiter le Congo profond. On ne peut qu'applaudir. On peut dire c'est très bien, c'est une belle initiative. Mais on peut aussi critiquer l'initiative. Critiquer pourquoi? Parce que avant d'aller chez les voisins à la recherche des solutions aux problèmes internes, il fallait d'abord commencer à l'interne. Quand on commence à l'interne, on découvre les réalités en interne. C'est alors qu'on ira chez les voisins à la recherche des moyens pour solutionner ces problèmes qu'on a découverts à l'interne. Mais le chef de l'État a commencé par aller à l'extérieur. Il suffisait que l'extérieur lui demande, bon, nous voulons intervenir, mais sous quel angle? Peut-être que le chef de l'État manquerait de mots pour répondre à une telle question. Maintenant qu'il a pris l'initiative d'aller à l'interne, c'est bien. Maintenant, pourquoi il est allé seulement pendant la période de fête? La réponse est claire. M. Tshisekedi avait été fêter la Noël et la Saint-Sylvestre. Et je pense que c'est aussi ce qu'il a fait, parce que toutes les voix s'est levées pour dire qu'il y a quelque chose fêté dans la bande de parce que kuna toyoka ki bako critiquer bazolo ba que abosana souche na ye moko et tout ça, ben voilà. Mais une autre voix disait que le chef de l'État est allé pour s'imprégner de la situation réelle de la République. Pour s'en enquérir, pas voilà. Pour s'en enquérir. Oui, il y avait trop de... Si vraiment tel est le cas, je pense qu'une fois encore, Félix Tshisekedi nous a dupés. Une fois encore, il nous a dupés. Pourquoi? Parce que, avant de devenir chef de l'État, il y a quand même une procédure, il y a un processus à respecter. Le processus voudrait que nous ayons à brandir ce qu'on appelle un projet de société. Le projet de société n'est élaboré que sur base des informations qu'on a sur la situation de son pays. Il faut d'abord faire une tournée ou à travers son parti ou à travers ses autres services. Ne penses-tu pas qu'il en avait? Je pense qu'en tant que Congolais, patriote, je ne pense pas qu'il ne pouvait pas avoir quand même l'image, l'idée de son pays.
Je ne pense pas que c'est du coup quand il est devenu président qu'il est allé et vouloir faire merci visiter. Beaucoup. Merci, vous commencez à me rejoindre, c'est ce qui me plaît. Non, c'était juste qu'il était allé d'analyser. Mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'était jamais passé par là. C'est ça le problème. Madame, là où je vais en venir, peut-être ça va vous faire plaisir parce que vous êtes une Congolaise. Je sens aussi en vous le sang patriotique. Oui. Hein? Moi, je suis en train de dire, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de moyens. L'argent de l'État, ça vient du contribuable que nous sommes. Pour être contribuable, ça ne veut pas dire que chaque mois, vous allez dans une banque verser quelque chose parce que vous existez au Congo. Non. Ça veut dire que quand vous achetez les carburants, quand vous achetez le crédit, quand vous achetez même les Mikate, sachez qu'il y a des fonds qui remontent jusqu'à aller renflouer les trésors publics. Vous êtes contribuable. Nous sommes dans un pays où on cure le caniveau, on met les sables juste au côté du caniveau dans une saison pluvieuse. Le soir, quand il pleut, le même sable retourne dans le caniveau. Les peuples n'organisent pas de marche, de contestation contre ces systèmes. Parce que demain encore, on aura besoin de l'argent de ce même peuple pour aller faire le même travail. Alors la sécurisation des chantiers ou des solutions que nous avons déjà apportées à nos problèmes doit être de mise dans notre façon de faire. C'est pourquoi je dis ceci. M. Tshisekedi était censé faire le tour du Congo, soit lui physiquement, soit à travers ses services pour se rendre compte de la situation réelle du pays. C'est sur base de cela que son projet de société pour l'élection présidentielle devait être élaboré. Après cela, M. Tshisekedi est allé battre campagne dans le Congo profond. En battant campagne, quand tu fais des promesses, il y a une interaction du public. Avec cette interaction, les chefs de l'État devaient savoir que là où j'ai promis de l'eau, les gens ne sont pas d'accord avec l'eau, ils cherchent plutôt l'électricité. Tu vas maintenant aller faire quoi? Actualiser ton projet de société. Troisième élément, madame, quand tu es élu président de la République, il y a un parlement. Le Parlement est l'émanation de la population. Les désidérata du peuple est censé être canalisé par le Parlement à travers notamment la consultation, la restitution et la concertation entre les parlementaires et la population qui est le mandant de ces élus. Alors par cette voie, le chef de l'État est censé connaître les désidérata de la population. Quatrième moyen, c'est à travers le gouvernement. Au gouvernement, il y a des ministères qui sont chargés des questions ou des thématiques essentielles pour la vie de la nation. Pendant le conseil de ministres, à travers le chef du gouvernement, il y a un document qui est déposé sur le bureau du chef de l'État pour qu'il connaisse la situation réelle au quotidien du pays. À part le gouvernement, il y a aussi les services de sécurité. Le chef de l'État est l'homme le mieux informé du pays. Pourquoi? Parce que les services de sécurité sont là. La NER est partout. Même aujourd'hui, ce qui nous dérange dans la ville qu'on appelle abusivement Bureau 2, j'apprends que c'est un service qui n'existe plus. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la rue. Pourquoi? Le chef de l'État a un cabinet, il a des conseillers principaux et des conseillers au collège. Le travail de ces conseillers, c'est quoi? C'est d'étudier tous les jours les problèmes réels de la nation, le mettre sur la table du chef d'État à travers son directeur de cabinet, mais aussi d'y apporter des solutions adéquates. Nous avons vu par exemple le conseiller qui a voulu se battre au barrage Katende là-bas, dont il s'est réclamé, je ne sais pas, la propriété ou tous les droits du monde. Voilà, mais au lieu de faire ça, il devait plutôt être là en train de dire, chef, monsieur le président, barrage Katende, si là tu te pèses un moyen pour le faire. Mais lorsque le président doit encore aller s'enquérir de la situation, moi je pense que c'est une perte de temps. Il a quand même toujours sur sa table des dossiers, voilà, telle part, il y a tel problème. Mais en tant que garant de la nation, il a voulu quand même encore s'y rendre. Donc je pense pas qu'il y a du mal en ça. Il n'y a pas longtemps ici, il y avait la conférence de gouverneurs, madame. Dans les provinces, nous avons les représentants du chef d'État qui sont des gouverneurs. Oui. Ils ont leurs services et des ministères provinciaux. Je ne pense nous pas avons des administrateurs de territoire. Ça n'empêche pas le président d'aller lui-même. Non, non. Oui. S'il voulait aller dans le Congo profond pour s'acquérir de la situation, pourquoi il a limité dans les Grands Kasaï? Ben, je pense qu'il est encore en train, il ira d'ici peu à l'Équateur là-bas. Donc il n'a pas limité, il est en train de sillonner dans toute la République pour voir les problèmes et d'en apporter la solution. C'est une très bonne méthode pour duper son peuple et c'est ce que le chef de l'État ne fait pas le contraire. Nous sommes dupés par le président de la République. Et pourquoi tu appelles ça dupe?
Mais il nous dupe parce qu'il profite de nos acclamations, il profite de nos appréciations, et il profite de notre petitesse, nous Congolais, pour nous faire passer des choses comme ça, comme si c'était des choses qui pourraient solutionner notre situation. Nous, on demande mieux à Félix Tshisekedi qui c'est qu'il est en train de faire. Ça, sont des spectacles inutiles, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et c'est 3 ans après qu'il va s'acquérir de la situation. Tshisekedi nous prend pour qui? Monsieur Benz, je pense que là, vous poussez un peu le bouchon plus loin pour dire cela. Mais en tant que président de la République, il est obligé de voir ça à l'œil. C'est vrai qu'il y a toujours... Nous ne sommes pas dans un royaume. Hein? Je sais, nous sommes dans une mais il y a toujours le moyen pour voir sa population, parler avec eux comme il a fait. Et puis, après, apporter des solutions. Je ne trouve pas vraiment... du mal, on sait que le président a fait. Vous risquez, madame, de dire le contraire de ce que veut ou de ce que dit le président de la République lui-même. Le président est arrivé en Mbujimayi. Il a dit au peuple de Mbujimayi que n'ayez pas d'abino, bande konanga ya makila. C'est ce qui a fait aussi très mal aux autres. Je te dis, même Jésus avait ses frères de Makila, non? Madame, le peuple congolais est élu au suffrage universel et direct et sa circonscription électorale, c'est le territoire national. On en disconvient. Quand le chef de l'État va au Kasaï, connaissant déjà le jugement qu'aurait le peuple congolais d'un tel acte, il va plus loin pour aller prononcer que les gens de Mbujimayi seraient Bandekunaye Yamakila. Et il s'est fait compléter par lui-même. Quand il est arrivé à Lodja, le chef de l'État a dit: le fait que l'un de mes arrière-parents soit sorti d'ici, cela fait de vous aussi Bandekonanga ya Makila. Donc on comprend que Mbujimayi, c'est la souche de son père. Le président est mal compris. Hein? Le président est très mal compris. Parce que quand il dit ça, tout le monde, même toi Benz aujourd'hui, si tu devenais président de la République, n'est-ce pas que tu auras quand même des origines que tu ne peux pas nier au vu de tout le monde? Madame, au moment où je vous parle, je suis Nandé, je suis de Beni, je suis de Butembo. Exactement. Une fois que je suis élu président de la République, je deviens Congolais tout court. Il peut m'arriver, parce que j'ai des tantes et des oncles, des souches, il peut m'arriver que j'aille leur rendre visite, ce qui est tout à fait normal. Mais je n'utiliserai pas les médias ou la place publique pour déclarer que vous êtes mes frères du sang. Parce que... On est tous sans ignorer que le président de la République est Louba. Voilà que vous me donnez encore raison. Donc mais puisque nous sommes tous sans ignorer, donc le dire ça revient au même. Madame, tu sais des choses qui font mal. Nous sommes ici à Kinshasa. Il y a nos frères qu'on appelle abusivement ou commune Maliwewa. Tous les jours, ils nous racontent aux oreilles. Qui tournent à Bino, parce que la majorité, ils sont Kassaïens. Pire encore, il y a des vidéos qui circulent où lors du meeting du chef de l'État à l'espace Grand Kasaï, des Kassaïens disent: qui avait dit qu'un Kassaïen ne sera jamais président de la République? Aujourd'hui, nous avons défié les mauvaises prophéties des gens. Nous avons un président kassaïen. Alors nous devons le protéger. Nous avons l'aider à aller plus loin. Comme si le président était quelqu'un qui ne méritait pas. Ça, c'est sans le oui-dire. Mais au fait, tu es Kinois, tu es Congolais. Tu connais que Bandai Kolobamana Kinshasa Mobimba qui est au Congo. Mais c'est sans le oui-dire. On ne peut pas s'atteler à ça. On ne peut pas s'atteler à ça. À travers votre caméra, que le dernier voyage du chef de l'État est un voyage qui n'a fait que léser, vexer le peuple congolais. Non, je ne peux pas et à sa place, je voudrais deux choses. Soit demander pardon solennellement aux Congolais, soit démissionner, parce que lui-même a conclu son voyage en disant que Mboka Issé Koufa. Je me demande comment... Pourquoi vous vous attelez justement à la phrase de Mboka Issé Koufa? C'est pendant que le président n'avait pas commencé là. Il a dit que nous ne sommes pas venus ici pour voler. On est venu pour sortir ces pays. On est dans un déclin, dans un gros trou noir. Tout le monde l'a dit. Il y a certaines personnes qui l'ont dit. Parce que Mboka Issé Koufa Kala, et puis nous sommes venus pour relever. Pourquoi les gens s'attellent seulement à la petite phrase de Mboka Issé Koufa Kala? Merci beaucoup, madame. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, on a fait la campagne des vignettes et tout ça. On a contrôlé et tout ça, tout ça. Cet argent-là, les conducteurs l'ont payé. Quelle est la situation des routes ici à Kinshasa pour la circulation? Elle est déplorable. C'est pour dire que l'État nous vole. Deuxième chose, madame, comment, dans un pays où acquérir un téléphone portable, c'est déjà un problème,
Certains utilisent même le machette pour parvenir à cette fin. Il y a des jeunes filles qui se font même des partous. Il y a des hommes qui se font sodomiser pour avoir seulement un téléphone intelligent. Attends, madame. Mais au moment où ce sont des pratiques malsaines, je le condamne. Mais les gens vont jusque-là parce que la misère les pousse à le faire. Mais malgré cette situation misérable... En devenant voleur, madame, je dis ceci. En partouzon ou en faisant de cette situation, vous ne pouvez pas le faire. Malgré cette situation, ce sont des valeurs que vous avez acquises et que vous ne pouvez pas peut-être dépasser le limite. Ça, ce n'est pas que non, c'est l'État. Les gens souffrent tellement pour aller dans laquelle les gens se retrouvent. L'État congolais est en train de nous voler tous les jours de l'argent à travers la taxe RAM. Une taxe qui n'est réglementée nulle part, une taxe qui n'est même pas prise en compte dans l'exercice budgétaire de 2022. Partout ailleurs au monde, on a défendu le budget 2022. Nulle part on a parlé des fonds qui seront acquis de la taxe RAM. Nulle part. Nous avons assisté à la présentation, à la défense même du budget 2022. Nulle part. On a signalé que l'État va acquérir aussi des moyens à travers RAM. Donc c'est du vol pur et simple. Alors quand Tshisekedi nous vole avec son gouvernement, et lui-même il dit que je ne suis pas venu pour vous voler, alors qu'on nous vole, visiblement vous voulez que nous on dise le contraire. Donc c'est votre avis en tant que citoyen congolais, je ne peux pas vous en interdire. Passons maintenant à l'affaire Seini. Kadima dit de n'avoir rien reçu pour la préparation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, qui veut aller loin ménage sa monture, c'est un principe, c'est une loi naturelle d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons Denis Kadima à la tête de la CENI. Après plusieurs controverses que nous avons connues par rapport à l'élection de cet homme, après un coup de force majeur, comme ça a toujours été le cas avec M. Tshilombo, parce que M. Tshilombo n'a rien acquis par des voies normales. Son élection, compliquée. La nomination du bureau de la Cour constitutionnelle, compliquée. La nomination, ce qu'on appelle l'élection, moi j'appelle ça nomination de Denis Kadima, compliquée. Et aujourd'hui nous apprenons même qu'au niveau de la CENI... confession religieuse qui était pour... Mais après une corruption. Pourquoi les deux confessions religieuses mères de notre pays n'ont pas participé à... Mais c'est le fruit d'une corruption, c'est connu de tout le monde. La corruption comment? Comment se passe une vote? Comment ça se passe? Il est entaché. Il y a eu des UDPS. Aujourd'hui même celui qu'on nomme comme secrétaire exécutif de la CENI, un conseiller du chef de l'État. Mais non, il vient de la Mouka, monsieur. Ce monsieur vient de la Mouka. Madame, je vais te donner des témoignages, si tu le veux bien, que ce monsieur a toujours été dans le bureau politique de monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un monsieur qui est connu. Ce n'est pas un monsieur qui se présente comme un cheveu dans la soupe. Mais il a été envoyé par Martin Fayoulou. Madame, ce que vous racontez là, moi je ne le connais pas. Il y a même une lettre, il y a des lettres qu'on a vu. Madame, mais la vérité dans tout ça, c'est que ce monsieur est quelqu'un de l'UDPS. Il est dans le bureau politique de monsieur Antoine Tshisekedi. Il est son conseiller. Ça c'est connu. Est-ce que Nakati a cabinet à président Tshisekedi, Komboya, l'actuel secrétaire exécutif Yasseni Ezali. À la CENI, là, tout le monde est recommandé. Même les opérateurs de saisie viennent de la présidence. Voyez-vous? Est-ce que tu connais la relation actuelle entre les chefs de l'État et l'église kimbanguiste qui, soi-disant, aurait soutenu l'élection de Kadima? Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter. Avec le temps, nous allons réunir les éléments nécessaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, si Kadima dit qu'il n'a pas de moyens pour mener sa politique, ça peut avoir plusieurs interprétations. La première, il voulait aller loin, il n'a pas ménagé sa monture. Qui? M. Tshilombo. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de moyens. Deuxième chose, ce sont des alibis, ce sont des astuces qu'ils veulent maintenant utiliser pour dire qu'on ne sera pas organisé des élections en 2023 et tout ça. Parce que s'il y a un Congolais qui a peur des élections, c'est M. Tshilombo. Pourquoi? Il nous a prouvé. Il est venu avec l'argument recensement de la population. La vigilance populaire a fait qu'il repousse cela à d'autres méthodes. Il nous vient avec un coup de force pour placer Kadima à la CENI. Coup de force pour placer la Cour constitutionnelle. Coup de force partout. Coup de force pour la transhumance, pour le changement peut-être de la majorité et tout ça. Tu sais qu'il y a la recherche de quoi? À tout prix être élu en 2023. Apparemment, le chef de l'État veut le pouvoir pour le pouvoir. En dehors du pouvoir, il ne veut plus rien d'autre. Parce que les 3 ans qu'on lui a déjà confiés ici, on a vu le catombe qui s'est créé en République démocratique du Congo, madame. Non, il faut 4 pays africains sont en train d'inaugurer leur TGV, l'Ouganda. Et
est en train d'inaugurer son propre bus conçu en Ouganda. Le pays était dans un déclin, nous sommes en train de fêter les chinchards de la Namibie. Comment on a sombré? Oui, bien sûr, avec les 18 ans de la bouche de qui nous avions appris que j'ai trouvé un pays équilibré, j'ai trouvé une armée forte, j'ai trouvé... D'ailleurs, Nicolas Kazadi était ministre dans ce gouvernement, il est membre de l'UDPS. À sa dernière sortie médiatique, il a déclaré « J'apprécie le dynamisme du système qui nous a précédés parce que c'est grâce à lui que nous avons pu avoir une institution financière équilibrée. » Madame, il faut arrêter avec ces discours de la rue, ces discours... Ce n'est pas un discours de la rue, c'est une vérité. Une vérité comment? Bien sûr. Et si Tshisekedi avait trouvé le Congo comme Kabila l'avait trouvé en 2001, il allait dire quoi? Un pays qui était en lambeaux, partagé en quatre parties par des rébellions, 173 mouvements insurrectionnels. On ne peut pas dire ça parce qu'il a fait 18 ans. Madame, en 18 ans, oui, il n'a pas rendu le Congo un paradigme, il a rendu le Congo une république, madame. C'est Kabila qui a fait du Congo un État gouvernable, une république, c'est Kabila. Kabila a récupéré tous les territoires qui étaient perdus du contrôle des Congolais. Il a mis fin à la rébellion. Kabila a donné au Congo une constitution, madame. Aujourd'hui, on crie constitution, c'est lui. Une constitution taillée sur mesure. Pas de problème, mais ça profite au gouvernement qui n'est pas de Kabila. C'est au nom de cette même constitution que Mabunda est tombé, Tambwe Mwamba est tombé, que Ilunkamba est tombé. On a consulté la même constitution. Kabila. Dans ce pays, on ne parlait même pas du budget. Aujourd'hui, si on parle d'un budget, c'est Kabila. Kabila a fait respecter ce pays. Le seul qui a fait partir même l'ambassadeur de l'Union européenne parce qu'il a manqué du respect à l'intégrité ou à la souveraineté de la RDC, c'est Kabila. Kabila a laissé à Fachikwa Congo Airways, vous avez Transco, vous avez même quelques locomotives de la NCNCC, vous avez les stades municipaux. La minoterie des Matadi par terre. Madame, pour tout progrès, Daipen par terre. Kabila a laissé Daipen. Jusqu'à présent, nous continuons à acheter les produits de Daipen. Que tu parles. Mais oui, mais vous avez apporté quoi? Attendez un moment, moi je ne suis pas, moi je suis journaliste, je suis en train de te poser des questions. Non mais parce que ici, apparemment, vous prenez... Non, je n'ai pas un penchant, je suis là en train de te poser Madame, les je questions. te dis une vérité. Donc, je ne suis pas partisan d'un mouvement kabiliste. Oui. Je ne suis pas non plus l'ennemi de M. Antoine Félix Tshilombo, que j'aime bien d'ailleurs. Mais vous à t'entendre parler, devez... tu as un penchant pour Kabila, donc ça se voit que tu es... J'ai un penchant pour le peuple congolais qui a dit à Kabila, va-t'en, tu ne nous as pas aidés, et qui aujourd'hui revient pour dire si on savait, on n'allait pas faire partir Kabila, parce que l'homme sur qui reposaient tous nos espoirs nous a trahis, nous a déçus sur tous les plans. Madame, je vais vous donner quelques illustrations, vous le voulez bien. Oui, mais vous m'étonnez, comment le chef de l'État passe devant le Parlement réuni en congrès pour lire son discours sur l'état de la nation, reconnaître qu'il n'a pas réussi. Mais vous verrez les conseillers et les partisans de l'IDPS et de l'Union sacrée passer à la télé pour dire que le chef de l'État a pu améliorer la situation du Congo. Quand lui-même, l'auteur, dit qu'il n'a pas réussi, vous voulez que nous on dise le contraire? Il y a 5 à 6 stratégies que Tshisekedi a utilisées pour nous donner de l'espoir. Mais toutes ces stratégies ont failli. Je peux te citer l'une après l'autre. Première stratégie, 100 jours du chef de l'État. On a appris que plus de 500 millions de dollars disparus. Des 100 jours du chef de l'État. Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison, il est sorti. Il est un homme libre et maintenant, même si on nous trompe en disant liberté conditionnelle ou provisoire, il est même en dehors de nos frontières pour des soins. Madame, ça c'est une grosse perte. Le chef de l'État a reconnu qu'il a échoué les 100 jours, oui ou non? Il a reconnu. Deuxième chose, il est jaloux. Je lui ai devenu quoi? Aujourd'hui, on parle de dossier 14 millions de dollars disparus comme ça, avec ces montages de M. Marcelin Bilomba et tout ça et les autres. Est-ce que c'est venu de nous? Non, ce sont des choses qu'on observe. Gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ils se plaignent pourquoi? Jusqu'à aller dire qu'il y a des gens qui, quand vous dites que les gens combattent la gratuité, ce qui veut dire que vous reconnaissez que la gratuité a échoué. Et aujourd'hui, même ici seulement à Lodja, même à Kananga, les gens ont déclaré haut et fort que la gratuité, nous n'y avons pas goûté ici chez nous. Alors, tous les faits sont clairs, que le chef de l'État est en train d'échouer projet après projet, plan après plan, pas après pas. Mais vous voulez que nous, on dise le contraire? Aimez nos critiques, nous qui venons dire au chef de l'État, ici vous avez échoué, demandez-nous maintenant de faire des propositions pour que le temps qui reste puisse être utile pour les Congolais. Et là, ça sera en conclusion. Parlons à présent de l'affaire Jean-Marc Kabound.
Jean-Marc Abound a connu un problème dans sa résidence. C'était suite à un incident de sa garde et de la garde républicaine, de ses policiers. Donc, de policiers à sa garde, de la garde républicaine, il y avait un peu des retombées, c'était jusque dans sa résidence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Madame, j'ai suivi la publication d'un Congolais que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle notre frère Floride Zantoto. Ouais. J'ai aimé son analyse sur Facebook quand il dit la garde républicaine qui prend une autre bande pour bénéficier d'une circulation libre et rapide au lieu de respecter l'ordre établi, ça c'est déjà un dérapage. Alors, les agents commis pour la sécurité du vice-président de l'Assemblée nationale qui pensent qu'il fallait brutaliser la garde républicaine, aller jusqu'à l'humilier, à tout ça, ça c'est la loi de la jungle. Alors la garde républicaine qui retourne pour aller saccager, je ne sais pas, humilier la résidence d'un vice-président d'une institution aussi pas négligeable comme l'Assemblée nationale, ça c'est plus que la jungle, c'est de la folie. Voyez-vous, à son tour, le vice-président qui dit bon, il va porter plainte, j'apprends même à travers les réseaux sociaux qu'il serait en train de menacer pour démissionner de son poste du président de l'UDPS, ce que je ne souhaite pas, mais aussi par conséquent de son poste du président, du vice-président de l'Assemblée nationale, je ne le souhaite pas aussi parce qu'il a un mandat de la population congolaise qui a voulu le placer là-bas. Ouais. Et moi, je pense que nous sommes en train de vivre la jungle. On se pose la question, entre les militaires et les policiers, qui est plus gradé, plus élevé que l'autre? La réponse est que quand nous sommes dans les affaires de la ville, de la cité, nous avons les policiers qui est le chargé, le gardien du maintien de la paix, de la sécurité dans la cité. Quand c'est pour la sécurisation de l'intégrité de la nation, les frontières, etc., ce sont des militaires qui sont censés le faire. Oui. Les deux unités doivent travailler en parfaite harmonie, en parfaite collaboration. Les spectacles qui sont en train de brandir là font peur à nous qui sommes civils. Nous nous demandons si entre les hommes en uniforme, ils peuvent s'offrir ça. Quels seraient les cas s'il s'agissait, par exemple, de nous qui sommes civils? Alors, ça fait peur. Tu ne trouves pas que ça a augmenté l'angoisse dans la ville, dans la cité? Oui. Donc, les gens tremblent maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on va en venir. Ça ressemble à un film d'horreur. Voilà, donc les deux doivent mettre de l'eau dans leur vin. Oui, nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre mission. Parlons de... Je ne vais pas y dire ici que c'est encore une bavure que nous vivons sous le règne des Tchinois. Parlons du sénateur Ali Joseph Kabila, dont l'affaire Chebea. La partie civile demande la comparution du sénateur Ali. Votre avis, M. Dens? Madame, je prône la dignité de l'être congolais. Je prône le respect et la sacralité de la vie humaine. Mais ce que je ne prônerai pas, c'est le fait de s'éterniser, le fait de faire un deuil sempiternel. Là, je dis non quand même, voyez-vous. Monsieur Chebea, activiste de droits de l'homme, a connu la mort dans les circonstances que nous connaissons tous. Nous avons pleuré, nous avons regretté la bravoure de ses compatriotes d'un niveau très élevé. On sait, mais ce que nous évitons, c'est que les deuils soient éternels. Voyez-vous, rétablir les faits pour découvrir les vrais auteurs de l'affaire Chebea. Il ne faut pas que ces procès deviennent créer une situation qui paralyserait la vie de la République. Maintenant, l'attention de tout le monde devient focalisée sur la presse. C'est comme si on ne doit pas aller au travail, on ne doit pas chercher l'argent, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire. Parce qu'on parle de Chebea. Une chose et une autre chose. Tout en regrettant la disparition. Vous négligez la disparition. Moi, je dis tout en regrettant la disparition de ses compatriotes, tout en augmentant le nombre de condoléances que j'avais déjà présentées à sa famille, tant biologique que professionnelle, ainsi qu'à tous les compatriotes congolais qui ont perdu un des leurs. Moi-même aussi, je suis touché par cette disparition. Mais je dis ceci, arrêtons de commercialiser la mémoire de Chebea.
Arrêtons de s'en servir comme un moyen pour trouver l'époux, même sur les têtes des chauves. C'est ça le problème. Maintenant, le bonheur de tout le monde, c'est de retrouver le président honoraire Kabila dans cette histoire. Ça ne casserait pas le vitre s'il comparaissait aussi. Mesdames, messieurs, Carmelo, c'est déjà la fin de notre émission. Monsieur Benz, votre conclusion, vous avez assez parlé du président, assez parlé de son entourage, assez parlé de l'échec de l'État congolais, mais vous avez quand même en quelques lignes, en lingala, quelques propositions à faire. Maton Domingue, journaliste, n'est dans le babouya. Peuple congolais, vous allez l'autre côté, monsieur Tshisekedi Tshilombo, à kokisela biso ata promesse mon côté. La promesse de sto qui a mingi aussi mbaté. So yenga ina critique à chef de l'État, ezate pour na inaye. Ezaponga ipe na lingna za la chef de l'État. Siko avant na comme chef de l'État na salibo na étudier situation à Congo. Na comprendre ba voix au photo lekela pour que Congo ya lobé ça la différent na Congo ya lelo. Tant siko na za ko observer misala oyo a précédé ngai, la prédécesseur na ngai président de la République. Azako sala na zolo baki azako s'est trompé. Pour cela ba étude o ngana sala pona Congo, ko bongisa Congo eza sengi te to le kana banzela o Tshilombo azako lekela na yango. Yango na ngai personnellement, na yebi que za 5 ans ya ofele oyo tozo lekisa na monsieur Tshilombo, 5 ans ko futa Congo et l'autre côté. Donc biso nyonso to sunga monsieur Tshilombo atika ebonga na ye na 2023. Donc, à Kende, à Tiki la biso ba Congolais, tout la capacité à remettre quelque chose dans le Congo, tout ça la yango, ils ont insulté, ils ont droit na biso au nom de la démocratie. Et puis, école patriotique, ezali sanga to pesa malakisi, pour na Congolais à solo ou à kobongisa Congo. Boya na école patriotique, boya ebele, boya kotanga, boya ko comprendre pour na nini toza na posa ya monsieur Tshilombo te. Pour nous, nous avons posé à Congolais, nous avons géré Mboka à laisser erreur. Pour nous, nous avons posé à Congolais, nous avons géré Mboka à l'État. Pour nous, nous avons bandi que tu as mieux, que tu as meilleur que Bango. Nous avons évité ce que maman journaliste a permettre de faire sa numéro pour que vous retrouviez sur Internet 085 37 37 100. Numéro simple 085 37 37 100. Vous avez besoin d'un WhatsApp, essentiellement WhatsApp. Le numéro on a sur le appel de Yambote, WhatsApp na biso obengi na numéro on a. Tu peux suivre nos conditions pour que vous adhérez à l'école patriotique. Vous avez tous à la ebele, tous au Congo pour na lobby na biso et à la malam pour les gars. Lelo, de bon on a fait merci. Na maman Rachel Kaniki, oya se fait là ko yamba biso pour na sola na bino na mabuta limboka matoni. Merci beaucoup. Merci en tout cas, nous sommes à la fin de notre mission. Meilleurs vœux à Josué Mukuna, Oxygène, meilleurs vœux au couple Mukele, meilleurs vœux à toute ma famille, la famille Kaniki, sans oublier ainsi mon réalisateur Delvis Muntu HDV. Merci pour la réalisation de cette émission. Merci à la grande famille Akuna Matata. Merci au couple Mukele de nous suivre de là où vous êtes. Merci à Josué Mukuna. Quant à moi, RK, la beauté de la presse congolaise, je vous dis au revoir et à la prochaine.